C'est en France, durant la deuxième moitié du XIXe siècle et au début du XXe, sous l'impulsion de la modernité due à la révolution industrielle et de la libéralisation des mœurs, qu'a probablement eu lieu la naissance de la peinture moderne. Derrière diverses appellations comme l'impressionnisme, le pointillisme, le post-impressionnisme, le fauvisme, le cubisme, le surréalisme ou l'art abstrait, l'artiste devient non plus un simple témoin, mais également un acteur, voire un média de la société moderne. Les œuvres de ces peintres visionnaires qui ont formé l'essence de la peinture moderne sont aujourd'hui parmi les plus cotées sur le marché de l'art. Cette collection documentaire propose un survol des divers acteurs de ces différents mouvements. Le surréalisme est né après la Première Guerre mondiale sous l'impulsion d'écrivains comme André Breton ou Louis Aragon. Les surréalistes ont la particularité de faire appel avant tout au rêve, à l'imaginaire, à la folie et à l'inconscient de chacun. Les peintres comme Chagall, Magritte ou Dali rejoignent ce courant littéraire qui a la volonté de libérer l'homme des morales qui le contraignent et des académismes qui nuisent à sa force créatrice. Salvador Dali est un peintre mais aussi un sculpteur, un graveur, un scénariste et un écrivain, considéré comme l'un des principaux représentants du surréalisme et comme l'un des plus célèbres peintres du XXe siècle. Influencé très jeune par l'impressionnisme, il quitte Figueras pour recevoir une éducation artistique académique à Madrid, où il se lie d'amitié avec le poète Federico García Lorca et le cinéaste Luis Buñuel. Il cherche alors son propre style entre différents mouvements artistiques et sur les conseils du peintre Juan Miró, il rejoint Paris à l'issue de ses études. C'est là qu'il trouve son propre style à partir de 1929 en intégrant le groupe des surréalistes. Après avoir inventé la méthode paranoïaque critique, il est exclu de ce groupe quelques années après par André Breton. Durant la guerre d'Espagne, il vit en exil en Europe et il quitte la France en guerre pour New York où il va faire fortune. À son retour en Catalogne en 1949, il opère un virage vers le catholicisme et se rapproche de la peinture de la Renaissance. Il fait alors évoluer son style vers ce qu'il appelle le mysticisme corpusculaire. Durant toute sa vie, Dali a produit une œuvre très provocante qui reflète sa personnalité. Esta sala es una sala que Dalí significa mucho, la llama la Sala del Tesoro. Mezcla de nuevo obras de todas sus épocas, lo preside la Cesta del Pan. Él dice que es su obra más importante porque representa el enigma total. Incluso él decide tapizarla en rojo y darle este sentido de cofre de joyas, porque él quiere presentar aquí sus obras más importantes. Por ejemplo, El espectro del sex appeal. O esta visión de Cadaqués. À une trentaine de kilomètres de la frontière française en Catalogne,
La ville de Cadaqués a été le point d'ancrage de la carrière de Salvador Dalí, né non loin à Figueras en 1904 et mort dans la même ville en 1989. La relación con el padre, sobre todo a partir del momento en que Dalí se va a París, es un poco tensa, sobre todo por la actitud provocativa del artista Salvador Dalí. Entonces, por ejemplo, en 1929, a raíz de una exposición en París, uno de los dibujos que presenta es un retrato del Sagrado Corazón con un texto escrito por Dalí que ponía en francés «Je crèche sur le portrait de ma mère». Esto es considerado por su padre una gran ofensa. Era un conjunto de situaciones que no podía soportar. Con lo cual cortó toda relación con su hijo de forma radical, hasta el punto que no quería que se instalara en Cadaqués, su hijo. Es por esta razón que acaba viniendo a vivir a Portlligat. Portlligat es un rinconcito de Cadaqués, lejos del centro del pueblo, y ahí pudo comprar una barraca de pescadores. La maison qu'il a acquise et agrandie au fil des années est aujourd'hui transformée en musée. Para Dalí, Cadaqués es sinónimo de poder pintar todo el día, es sinónimo de luz, es sinónimo de color, es sinónimo de nostalgia artística, de naturaleza salvaje, de formas increíbles. Realmente para él Cadaqués representaba toda la energía que necesitaba para pintar. Lo primero que compra es una barraca de 22 metros cuadrados, lo que actualmente cuando visitamos la casa se llama el vestíbulo del oso. Este espacio de 22 metros cuadrados al principio era todo, habitación, dormitorio, taller, todo, donde estudiaba, donde trabajaba, leía, etc. Pero rápidamente va comprando las barracas vecinas hasta construir la casa que actualmente vemos como la Casa Salvador Dalí. De hecho, él mismo decía que su casa había crecido como una estructura biológica, de forma que cada vez que el cuerpo, la estructura biológica necesita un nuevo impulso vital, crea una nueva célula. Si avanzamos de habitación y entramos en lo que ahora es el comedor, esta es la segunda barraca que compró en los años 30 y que al principio la compró para ser taller, para poder tener un taller fijo en Portlligat. Si avanzamos en la habitación siguiente, es lo que ahora es la biblioteca, es una barraca comprada muy posteriormente, porque primero la casa creció en altura antes de poder comprar esta barraca, y es la barraca que él compra para funcionar como biblioteca y para acceder al olivar. A partir de ahí Dalí empieza a comprar olivares, con lo cual todo el paisaje que rodea la casa acaba formando parte de su casa. Cette maison fut un véritable refuge pour l'artiste, son centre de gravité, et il y gérait autant sa vie publique que sa vie privée. El primer piso ya es inicialmente nos encontramos con lo que ahora es la sala amarilla, la habitación de los pájaros. Es una habitación de paso que también sirvió de dormitorio antes de construir la actual y que también hay una chimenea diseñada por Dalí. Y lo más interesante como anécdota es que es donde están las jaulas donde Gala tenía canarios y Dalí grillos. Si seguimos en esta zona de la parte privada de la casa, donde vivían ellos, comían, dormían, leían, etc., es interesante llegar a lo que es el vestidor, los armarios donde Gala guardaba la ropa de Dalí y de Gala. En los armarios lo que tienen de interesante es cómo Gala transformó unas puertas de armario vulgares en su álbum familiar. Cuando uno entra en la habitación de los armarios, el vestidor de Gala, lo primero que ve es un sinfín de fotografías de la vida de Dalí. Está Groucho Marx, Laurence Olivier, está la misma Gala, evidentemente, también está Paul Éluard, está Marcel Duchamp. Porque la habitación que sigue
escondida detrás de una de estas puertas de armario, es una sala oval diseñada por Dalí, partiendo de la idea del erizo de mar, que era una sala privada para Gala. Es el escondite, la cachette de Gala. Llega un momento en los años 60 que Dalí es un personaje mediático, él mismo había construido su figura como personaje mediático, es un personaje muy conocido, referente para mucha gente joven, con lo cual Portligat ya no es un sitio olvidado en un rincón de Cataluña, sino que lo que es un sitio de peregrinaje prácticamente. El movimiento hippie lo tiene como referencia, artistas jóvenes quieren conocer a Dalí. Eso insta a Dalí a construir lo que llamamos la parte pública, que es el patio de las tazas y la piscina. Dos sitios donde Dalí recibirá a toda esta la gente que quiere verlo, quiere hablar con él, quiere conocerlo, quiere que Dalí juzgue su obra, opine sobre sus ideas. Durante estas situaciones, Gala normalmente prefería estar sola y fuera, y para eso Dalí construye esta habitación que llamamos sala oval. C'est durant son appartenance au groupe surréaliste qu'il avait rencontré Gala, la compagne du poète Paul Éluard. Née Elena Ivanovna Diakovnova en Russie en 1894, Gala avait passé son enfance à Moscou avant de devenir institutrice. À 19 ans, elle est envoyée en Suisse pour être soignée de la tuberculose. C'est là qu'elle va rencontrer Paul Éluard, atteint du même mal. Plus tard, en 1929, Éluard et Dalí, tous deux surréalistes, se retrouvent à Cadaqués. Gala fait partie du voyage et ils vont immédiatement tomber amoureux l'un de l'autre. Âgé de 10 ans de plus que lui, Gala devient alors son unique modèle féminin et son principal sujet d'inspiration. Il ne cessera de la magnifier et de la représenter comme un mythe vivant et une icône moderne. Il disait d'ailleurs « J'astiquais Gala pour la faire briller, la rendant la plus heureuse possible, la soignant mieux encore que moi-même, car sans elle, tout était fini. » De son côté, Gala va prendre en main les affaires de son mari et saura les faire fructifier. Gala es una de las pocas mujeres que forma parte activa del movimiento surrealista, en el sentido en que todas las exposiciones, reuniones y actividades de los surrealistas de París, Gala está presente. Gala es como el apoyo, es como la persona que da siempre fuerzas a Dalí para seguir trabajando. Le permite a Dalí no tener que pensar con las cosas cotidianas. Gala se encarga de solucionar las cosas de cada día, ¿no? La organización de la casa, el tema de negocios, cualquier tema relacionado con la realidad cotidiana. Eso permite a Dalí dedicarse única y exclusivamente a crear. Gala toda la vida trabajará para dar soporte y proyección a su pareja, que es el creador y el genio por excelencia. Avec Gala, Dalí vivait un amour cérébral. Il n'avait aucun rapport sexuel car il disait que les génies ne devaient pas se reproduire. Mais elle était tout pour lui. Sa femme, sa diva, sa patronne ou son infirmière. Sans elle, il était perdu. Et elle acceptait tout de lui. Un jour de pluie où ils avaient crevé, elle est sortie seule réparer la route car Dalí lui avait dit « Je suis un génie, je ne peux pas prendre le risque d'abîmer mes doigts. » El taller de la casa es el espacio que se construye a finales de los 40 y Dalí ocupa a partir de los 50, donde vemos el caballete mecánico que se hizo construir Dalí para poder trabajar al detalle, como todo es muy conocido. Dalí es un surrealista que utiliza una técnica casi hiperrealista, en el sentido que todos sus elementos icónicos, todos sus paisajes son de una precisión increíblemente alucinante, ¿no? Le personnage turbulent qui a été Salvador Dalí a parfois fait oublier l'investissement artistique du peintre. Il
fut pourtant un artiste précis et acharné, concevant longuement ses toiles et les réalisant avec un soin qu'il voulait proche de ses maîtres classiques, Raphaël ou Vermeer. Le travail est presque toujours très minutieux, avec des dessins préparatoires très soignés et une exécution méticuleuse, souvent à la loupe. Il affirmait que l'ultra-académisme était selon lui une formation que tout peintre devait avoir. Ce n'est qu'à partir de cette virtuosité que quelque chose d'autre, c'est-à-dire l'art, est possible. Esta precisión la consigue gracias a su profesionalidad, evidentemente, a su genio, pero tiene recursos técnicos. Uno de los recursos técnicos es construirse un caballete que le permite poner la tela a la altura de sus manos e incluso le permite trabajar sentado, con lo cual la comodidad es mucho mayor para poder trabajar la precisión. El taller que visitamos ahora está tal como se quedó en 1982 y nos encontramos con lo que hoy vemos, con dos piezas que eran esbozos para un posible trabajo en el que estaba trabajando en el 82. En uno está una figura del esclavo de Miguel Ángel y en el otro está un esbozo de un ángel. Son génie, Dali en a eu la conscience. C'était un sentiment intime, réconfortant pour lui. En effet, cet artiste très imaginatif manifestait une tendance au narcissisme et à la mégalomanie. Cela lui permettait de retenir l'attention publique, même s'il irritait une partie du monde de l'art qui y voyait une forme de publicité qui dépassait parfois son œuvre. Mais son excentricité peut s'expliquer car lorsqu'il avait 5 ans, ses parents l'avaient emmené sur la tombe de son frère, mort jeune, en lui disant qu'il en était la réincarnation. Cela aurait fait naître en lui le désir de prouver son unicité face à ce frère modèle. Les premières peintures de l'artiste conservées montrent un réel talent précoce dès l'âge de 6 ans. Ses premiers portraits de sa famille à Cadaqués avaient déjà une force picturale étonnante. Influencé très vite par l'impressionnisme, il quitta Figueras pour recevoir une éducation artistique académique à Madrid, où il se lia d'amitié avec Federico García Lorca et Luis Buñuel. Mais il regretta le manque de formation théorique dispensée à l'Académie des Beaux-Arts. À l'issue de ces années madrilènes, il chercha son style entre différents mouvements artistiques allant du pointillisme au cubisme et à Picasso. Avec le temps, Dali va finir par développer un style propre qui va se transformer à son tour en une référence et en un facteur influent de la peinture moderne. Sa fantasmagorie ancrée dans le classicisme devient la règle, comme une filiation du génie à travers les âges. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il se laisse pousser la moustache à la Velázquez. Et il va d'une manière géniale marier l'académisme au mouvement avant-gardiste. Les premières expositions de cette époque, en France, vont attirer une grande attention et susciter des débats en divisant les critiques. Parmi les œuvres de cette époque, la persistance de la mémoire, également connue sous le nom des montres molles, est l'une des toiles les plus célèbres du peintre. Selon certaines théories, cette œuvre illustre son refus du temps comme entité rigide. Certains disent que dans un pathétique désir d'éternité, Dali a fait du temps de la montre, c'est-à-dire du temps mécanique de la civilisation, une matière molle qui peut être mangée à la manière d'un camembert coulant. Dalí, cuando se va a París por primera vez, contacta a través de Joan Miró, contacta con Picasso, y a partir de esta relación va entrando en el mundo artístico de París.
y es donde realmente se lanza su personalidad como pintor surrealista, y cuando los surrealistas empiezan a tenerlo en consideración, como es el caso de Breton, por ejemplo. Grâce à sa participation au film de Luis Buñuel, Le chien andalou, et à ses toiles si particulières, Dali va rejoindre le groupe des surréalistes. Il prône un accès au subconscient par des associations d'idées et des interprétations délirantes qui libèrent les énergies artistiques créatrices. El año 29 es un año importantísimo para Dalí. Conoce a los surrealistas, atrae a André Breton, atrae a Paul Éluard también. Paul Éluard tiene algunas frases escritas que indican muy bien lo que supuso Dalí para el movimiento surrealista. Y Paul Éluard nos dice, en unos momentos en que el movimiento surrealista estaba estancado, aparece Dalí con su energía, su vitalidad, su provocación y revitaliza el movimiento surrealista. Pero Dalí, como no podía ser de otro modo, se enfrentará a Breton y al grupo surrealista por su actitud poco convencional. Dalí ya se ha enfrentado con su padre y ahora se enfrenta con André Breton y empezará una carrera más en solitario que le llevará a los Estados Unidos. C'est lorsqu'il étudiait les beaux-arts à Madrid que Dali, avec Lorca et Buñuel, s'était intéressé aux textes psychanalytiques de Sigmund Freud, qui inspirèrent à jamais ses recherches picturales sur les rêves et sur l'inconscient. À partir de là, son œuvre fut à jamais remplie d'allusions personnelles et souvent cryptées, qu'il s'amusera aussi à reproduire au cinéma. Pero también descubre todo el mundo del cine, que ya había trabajado con Buñuel, evidentemente, es un mundo que le fascina. Dali trouve dans le cinéma un support idéal pour extérioriser l'inconscient et les fantasmes. Durant sa période américaine, il va même vouloir collaborer avec Walt Disney, Alfred Hitchcock, Fritz Lang ou les Marx Brothers. Mais la Seconde Guerre mondiale ruinera tous ses projets. Pero consigue llegar a Hollywood y consigue contactar con Hitchcock, consigue contactar con los hermanos Marx, consigue contactar con Disney. Dali et Disney s'appréciaient beaucoup et le peintre considérait le producteur américain comme un grand surréaliste. Es todo un mundo donde Dalí quiere entrar, quiere formar parte de este nuevo arte que sería el arte cinematográfico. Entonces, Estados Unidos, para Dalí, forma parte de un ir más allá, de hacer un paso más en el mundo del arte, tanto conceptualmente, descubre nuevas formas, nuevas razones para expresarse, como técnicamente, porque descubre nuevos recursos. Ce qu'aime Dali dans le 7e art, c'est aussi sa résonance auprès du grand public. Il y trouve là un vecteur très puissant pour placer son ego sur le devant de la scène. La época americana representa sobre todo la creación del personaje Dalí, de la máscara, representa la eclosión de este Ávida Dollars que había dicho André Breton. Ahí Dalí sigue con su obra, pero también realiza estos retratos para los personajes de la alta burguesía americana, y Dalí participa en programas de televisión y empieza a desdibujar los límites entre alta cultura y cultura de masas. Ahí ya quiere acercarse al gran público, quiere que el gran público conozca su obra pictórica y se salta todas las convenciones. No le importa hacer publicidad, aparecer en el cine, ser foco de atención. Él lo que quiere es que le conozcan a su personaje, y a través de su personaje lo que quiere Dalí es que lleguen al conocimiento de su obra. Yo creo que a Dalí le define siempre una no posición política. Él es una persona que, por ejemplo, cuando regresa a España y hay la dictadura franquista, él se acomoda
al régimen político que hay, porque él lo que quiere es vivir en su tierra, en Portligat, que es su pequeño paraíso. Y él incluso hace citas explícitas a Hitler o da alguna visión de Lenin en una vocación claramente provocadora. Pero yo no diría en ningún momento que Dalí defiende a Hitler, sino simplemente es esta postura de provocación y de no ceñirse a un discurso dogmático. Un, deux, trois, quatre, cinq. Hitler va surgir. Regardez la bouche cruelle de Hitler. Dalí gana dinero, pues sí, en los años de Estados Unidos gana mucho dinero, pero es gracias a su creatividad y a su genio. Si Dalí semble être très intéressé par l'argent qui signifie la renommée, Gala, qui veille sur lui comme son ombre, ne semble pas étrangère à ce processus. La evolución de la obra de Dalí se verá marcada por Gala. Gala es una presencia significativa. Es una Gala con claroscuros, también actuará como marchante, le indicará obras a realizar, sobre todo en su época americana. Este papel de Gala se intensifica, pero Dalí necesita Gala. Si Gala avait initié Dalí à l'amour, celui-ci sera plus intellectuel que physique. Leur relation se révèle plus comme une complicité ou une dépendance. Grâce à elle, dès les années 30, il a acquis et perfectionné son personnage. Elle l'a laissé s'exprimer et l'a même encouragé dans son extravagance. De plus, sa forte personnalité a aussi protégé l'artiste du monde extérieur, comme l'aurait fait un manager. Dalí tiene una serie de constantes en su obra. Una es la sexualidad, es un tema que le preocupa. Él en algún momento declara que su padre le había condicionado mucho en este tema, hablando de enfermedades venéreas, enseñándole libros con imágenes terribles sobre las consecuencias de estas enfermedades. Y la sexualidad para Dalí siempre es un tema complejo y problemático, incluso muy atormentado, y esto se reflejará en su obra. También hay muchas referencias al paisaje, el paisaje de Cadaqués, que le condiciona y al mismo tiempo le define. Él llega a declarar: yo soy el Cabo de Creus, o sea, yo soy mi paisaje. En su obra aparece también la tradición cristiana. Dalí dice que lucha por conseguir la fe, pero que no la encuentra. Après leur séjour américain durant la Seconde Guerre mondiale, les Dalí reviennent vivre en Catalogne et passent leur hiver à Paris. À cette époque, le peintre décuple sa virtuosité technique, intensifie son intérêt pour les effets optiques, mais surtout, il réalise son retour à la foi catholique. Il est même reçu en audience privée par le pape Pie XII. Lors de ce virage opéré, il retourne puiser son inspiration dans la peinture de la Renaissance et la mélange à sa vision scientifique corpusculaire. De cette période, le Christ de Saint Jean de la Croix est l'une des plus célèbres toiles du peintre. L'originalité de la perspective triangulaire et l'habileté technique procurent indéniablement l'extase. Dalí aurait entendu des voix lui intimant l'ordre de le peindre, mais dans le décor de Portligat. Pour ce tableau, contrairement à la majorité des peintres modernes, qui travaillent plutôt dans un sens expressionniste en provoquant une émotion par le biais de la laideur, l'artiste a eu pour ambition esthétique de peindre un Christ beau comme le Dieu même qu'il incarne. Una época de su obra, a partir de los años 40 y a raíz del lanzamiento de la bomba atómica, él empieza su época atómica nuclear, donde sigue hablando de fe, pero siempre imponiendo la ciencia por encima de la religión.
C'est cette période que Dalí nommera le mysticisme corpusculaire. Y otro tema que aparece mucho en la obra de Dalí es la ciencia ligada al concepto de inmortalidad. Dalí está obsesionado por la inmortalidad, incluso escribe una obra que ilustra los 10 secretos de inmortalidad y la liga a los avances científicos. Los avances científicos le ayudarán a evolucionar en su obra, porque hay un momento que dice que la tela tiene que ir mucho más allá de la tela, busca la tercera dimensión, incluso la cuarta dimensión, y también quiere ir más allá de la pintura o del dibujo. Dans sa quête du surréalisme, Dalí va chercher à voir l'invisible. Non seulement à le voir, mais aussi à lui donner une réalité toute objective. Pour lui, les effets d'optique sont une vision réelle du monde. Y para ello se ayudará de los descubrimientos científicos más innovadores, como es la holografía. Trabaja con el premio Nobel de Física Denis Gabor, o también trabajará con la estereoscopía, porque él quiere reflejar la realidad. De hecho, Dalí dice que busca reflejar la realidad y al mismo tiempo el enigma total. Dans sa quête du mysticisme scientifique, Dalí s'intéresse donc à améliorer la représentation de la troisième dimension au-delà de la perspective classique. Il affine et diversifie sa technique d'image dans l'image. Il réalise avec une aisance des tableaux presque photographiques anticipant de plus de 25 ans les hyper-réalistes américains. Il se joue des réflexions qui sont comme un débouché à sa notion de double très forte chez lui et certainement due à la mort de son frère aîné et qui se produit avec son alter ego Gala. Et maintenant, on passe à la tranquillité classique de l'atelier où je suis en train de peindre patiemment et stéréoscopiquement le portrait de Gala et de moi. Que soit vraiment hyper réaliste. Et justement, c'est dans cette tranquillité suprême et immutable de Polygat que pour récompenser Gala de son amour et de sa patience, j'ai décidé d'envoyer une équipe d'explorateurs. Mais le cinéma est un art éphémère et Dalí veut asseoir son personnage dans l'histoire. Pour ce faire, et comme Pablo Picasso, Salvador Dalí a été l'un des 2 seuls artistes pour lesquels 2 musées ont été créés de leur vivant. Le premier à ouvrir fut fondé aux États-Unis par des collectionneurs et le second, le théâtre-musée Dalí, est situé dans sa ville natale de Figueras. Construit dans les ruines d'un ancien théâtre au début des années 70, Dalí a pris à cœur la conception de ce musée édifié à sa gloire. El Teatro Museo Dalí de Figueras se inaugura en el año 74, pero Dalí tenía esta idea desde siempre y le da la idea para recuperar el teatro municipal de su ciudad natal, que fue quemado al final de la Guerra Civil Española, y Dalí lo recupera en el año 61 y trabaja en él de manera consistente del año 70 al 74 para abrirlo al público. Y es mucho más que un museo, él ya lo define. Yo soy un artista eminentemente teatral y aquí organizó su primera exposición de pinturas en el año 19. Entonces condensa todo su pensamiento. Él habla de teatro de la memoria, de obra de arte total, de un museo que contiene toda su concepción del arte, y es, ya digo, mucho más que un simple museo. De hecho, para mí el Teatro Museo Dalí es un gran autorretrato.
Le musée offre un large éventail d'œuvres qui décrivent la trajectoire artistique de Salvador Dalí depuis ses premières expériences artistiques et ses créations surréalistes jusqu'aux œuvres des dernières années de sa vie. Je veux que mon musée soit un bloc unique, un labyrinthe, un grand objet surréaliste. Ce sera un musée théâtral, disait-il. Nos encontramos ahora en el escenario de lo que era el antiguo Teatro Museo Dalí. Dalí encarga la cúpula, que quería que la elaborara el arquitecto Fuller, pero al final le indicaron el mismo Fuller que en España había un arquitecto buenísimo, que era Piñero, y se la encarga él. Dalí coloca este telón de fondo para el ballet Laberinto que presenta en Nueva York en el año 47 y ya indica este espacio que es un museo concebido absolutamente por Dalí. Dalí decide cada elemento donde lo coloca, donde lo sitúa. Y este escenario nos conduce hacia el patio de butacas. Yo diría que el espacio más emblemático del museo es la parte más escenográfica. Estamos en un escenario donde Dalí sitúa el monumento surrealista más grande del mundo, aprovecha toda la estructura del antiguo teatro y nos invita a entrar en un laberinto, en un juego teatral. A Dalí también le interesa la escultura. Él crea objetos surrealistas muy significativos. Hay varios en el Teatro Museo Dalí. Escribe toda una teoría sobre el concepto de objeto surrealista y el tema de la escultura le va a seguir interesando. Él hará escultura hasta los años 70. Y creará desde la Venus de Milos con cajones. La escultura es otro ámbito en el que se expresa y también lo reconocemos. Su simbología está ahí, pero para él es mucho más importante la pintura o el cine. Les différentes collections administrées par la Fondation Gala Salvador Dalí comprennent donc quelques 1500 œuvres d'art de toutes sortes. Peintures, dessins, sculptures, gravures, installations, hologrammes, stéréoscopie ou photographie. L'artiste lui-même a ordonné et agencé toute cette collection que le visiteur arpente, par contre, sans aucune directive. Hacia el año 73 él empieza a colocar óleos en su museo, óleos representativos de su trayectoria artística. Él no quiere ningún tipo de orden cronológico ni temático. Dice que es el espectador quien tiene que hacer el discurso final de lo que ve. Él dice que hay que incitar a la confusión y habla mucho de enigma y misterio. Su concepción del museo es abierta, es un poco a la manera Marcel Duchamp, habla de ready-made, de objeto surrealista y huye un poco de los aspectos didácticos de los museos. Él dice que él busca lo contrario, la confusión y que el visitante participe de una especie de provocación, que salga todavía con algunos misterios sin resolver o enigmas sin resolver y de este modo, dice, el visitante siempre querrá visitar de nuevo el museo. Si se lo explicamos todo, si le damos todas las claves, este museo habrá fracasado. Dalí también crea una serie importante de joyas por encargo. Son unas joyas y esculturas espectaculares y Dalí de nuevo nos dice que el espectador les debe dar la forma final. Les salles d'exposition Dalí Bijoux ont été inaugurées en 2001 avec 37 bijoux en or et pierres précieuses.
Nos encontramos ahora en la llamada Sala de las Pescaderías. El nombre se lo da Dalí porque cuando era el antiguo Teatro Municipal de la ciudad, esta parte de esta sala, que estaba destruida, era el mercado del pescado de Figueras, de ahí el nombre Sala de las Pescaderías. Esta sala es un buen ejemplo del concepto del museo. Dalí mezcla diferentes épocas. Tenemos sobre todo representada la primera época, un Dalí de juventud que pinta autorretratos. Parmi les autoportraits, l'autoportrait mou avec du lard grillé a été peint en 1941 lors du séjour de l'artiste aux États-Unis. C'est une forme de tête humaine déformée, faite dans une pâte brune coulante, soutenue par diverses béquilles destinées à soutenir une malformation crânienne. D'après son auteur, ce portrait est un autoportrait antipsychologique. Au lieu de représenter l'intérieur, la psychologie, il s'est attaché à représenter l'extérieur, un gant de moi-même. Y vemos también al Dalí último, el Dalí del año 80 al 83, que es cuando deja de pintar. Y además Dalí añade alguna obra de la época surrealista. Es toda una mezcla, pero que yo creo que es también como un paseo por la historia de la vanguardia y de la historia de arte de principios del siglo XX, porque en esta sala Dalí hace referencias a Picasso, a Matisse, incluso a Miró. Si Dalí revendiquait une technique très classique, voire hyper réaliste pour certaines périodes, il chercha tout au long de sa carrière à faire de plus en plus preuve d'une réelle virtuosité, restant fidèle à la peinture à l'huile pour la quasi-totalité de son œuvre peinte. Le travail est presque toujours très minutieux, ce qui lui donne l'aspect rassurant de l'académisme, avec des dessins préparatoires très soignés et une exécution méticuleuse, souvent à la loupe. Il affirma que l'ultra-académisme était selon lui une formation que tout peintre devrait avoir. Ce n'est qu'à partir de cette virtuosité que quelque chose d'autre, c'est-à-dire l'art, est possible. Il s'opposa aux peintres modernes dans leur ensemble, au scepticisme ambiant et à l'abstraction. Pour expliquer sa conversion au catholicisme, il disait que les jeunes peintres modernes ne croyaient en rien. Et qu'il était par conséquent tout à fait normal que quand on ne croit à rien, on finisse par peindre à peu près à rien, ce qui est le cas de toute la peinture moderne. Plus que tout autre, la période de la Renaissance italienne fut pour Dalí une référence permanente et indispensable. S'il se considérait comme le meilleur dessinateur de son époque, il reconnaissait que ses dessins ne valent à peu près rien face aux grands maîtres comme Léonard de Vinci, Raphaël ou Michel-Ange. Il voit aussi une admiration sans borne à Velázquez et à Vermeer. Le plafond central d'une des salles du musée est une véritable démonstration de tout l'art de Dalí. Il s'agit d'une peinture qu'il a exécutée dans son atelier et qu'il achèvera sur un énorme échafaudage dans son théâtre-musée. Dalí se représente lui-même à côté de Gala dans une perspective forcée, de manière à créer le thème allégorique des différentes étapes de sa vie. C'est une promenade à travers le rêve de sa vie. Parmi les nombreux détails, il se représente à nouveau avec Gala contemplant le vaisseau du destin sur le point de partir. Une multitude de personnages et de détails sont autant de références à la vie du peintre, ses amis, ses influences, sans oublier la lumière divine. En esta sala
hemos recogido algunas de las obras donde Dalí hace referencia y cita explícitamente a Velázquez. Velázquez aparece a lo largo de toda la obra de Dalí. Es muy significativa la presencia en la primera época, pero también a lo largo de su trayectoria. De manera que cada vez que Dalí hace un cambio en su trayectoria, ya sea un cambio en el orden compositivo, en el orden conceptual, él siempre recurre a Velázquez. Le interesa sobre todo la concepción fotográfica de Velázquez, la manera que tiene de plasmar la realidad. Esta mezcla entre hiperrealismo fotográfico y sobre todo el gran conocimiento de la técnica que tienen los grandes maestros. Sus referentes siempre acabarán siendo los clásicos. Desde su primera publicación como, digamos, escritor de muy joven en una revista en Figueras, donde dedica un artículo a Velázquez, hasta sus últimos cuadros, cuando él tiene una especie de vuelta al orden en sus últimas obras que realiza en Púbol, donde trabaja la iconografía de Velázquez y de Miguel Ángel, la Piedad, las Meninas, etc. Son sus referentes. Es interesante destacar en Dalí que es un artista que abre los caminos del arte contemporáneo, pero al mismo tiempo es súper fiel, muy fiel a la tradición pictórica y estudia a los grandes maestros. Cada vez que va a Madrid, él visita el Museo del Prado y estudia a Velázquez. Dalí incluso realiza una escala de valores donde pone un valor a los artistas que él considera más a tener en cuenta de la historia del arte. Y evidentemente el maestro es Velázquez. La carrière de Salvador Dalí va s'arrêter lorsque sa muse, sa moitié, son indispensable bâton de pèlerin Gala, mourut le 10 juin 1982 à l'âge de 87 ans. Dès l'année suivante, la santé de Dalí se dégrade fortement. Il présente les symptômes de la maladie de Parkinson et perd définitivement ses capacités artistiques. Il s'enferme alors dans son musée et mourra quelques années plus tard, en janvier 1989. Le personnage de Dalí reste très controversé parmi les critiques d'art et les historiens. Les classifications des artistes modernes ne l'incluent généralement pas, au contraire d'autres peintres surréalistes, tels Juan Miró et Max Ernst. Dalí fut la cible de critiques à cause de ses travaux pour la haute couture, les bijoux et plus généralement le design. Il était accusé de troubler la frontière entre art et consommation, attitude qui ne prit fin qu'avec l'avènement du pop art qui assuma complètement cette confusion. Un ami du peintre disait « Salvador Dalí, qui était très intelligent, avait compris plusieurs choses qui, généralement, échappent aux artistes. La première étant que le talent est une baraque foraine. Et pour attirer des clients, il faut bonimenter, avoir la langue bien pendue, faire des pitreries et des cabrioles sur une estrade. » Même si Dalí, qui est décédé depuis 1989, n'a pas encore trouvé aujourd'hui sa place dans l'art du XXe siècle, ses peintures sont des œuvres très recherchées par les collectionneurs d'art. Et certaines se vendent pour plus de 4 millions de $.